Je vais vous parler de la question très large qui concerne la dépendance et les outils numériques. Donc, les outils numériques n'écréent pas en soi de la dépendance, c'est très important. Cependant, ils révèlent certains traits caractéristiques de l'être humain. L'exemple, par exemple, des likes, c'est assez illustratif. C'est-à-dire, tout le monde aime bien être reconnu. Et donc, dès qu'on reçoit un like, évidemment, on se sent plus intéressant, plus fort. Enfin bon. Donc ça, ce n'est pas évidemment un trait de dépendance, c'est tout simplement un trait de l'être humain, c'est-à-dire que nous sommes des êtres qui aimons être reconnus par l'autre. Par contre, dans certaines situations, et nous allons parler un peu plus en détail de ces situations, les outils numériques peuvent être le support du développement d'une dépendance pathologique. Alors, nous pouvons concevoir les outils numériques comme étant des pharmacons. Alors, le pharmacon, c'est une notion qui a été réintroduite par Jacques Derrida, lui-même l'empruntant à Platon, qui veut dire qu'un objet peut être à la fois un remède, mais aussi un poison. C'est-à-dire qu'un objet peut être utilisé vers des buts positifs, mais aussi vers des buts négatifs. Donc, c'est pour ça que les outils numériques sont porteurs et producteurs d'ambivalence, c'est-à-dire on l'aime et on ne l'aime pas. Ils révèlent qu'un même objet peut être utilisé comme un remède, comme un poison, comme bon, comme mauvais, en même temps. Alors, d'où vient cette question de la dépendance, donc une dépendance à la fois normale aux outils numériques, mais aussi qui peut tourner vers un état pathologique. Alors, il faut revenir en fait au début de la vie de l'être humain. L'être humain, il a cette particularité qu'il arrive au monde au bout de 9 mois, pas complètement fini, donc il arrive dans un certain état de prématurité et il a besoin un autre humain, qui nous appelons souvent la maman, pour faire face à ses excitations. Sans cet autre humain, il serait vraiment en détresse et il peut mourir. Par exemple, la faim. Nous arrivons au monde, nous avons faim, nous n'avons pas le moyen de nous nourrir tout seul, nous avons besoin justement de cette autre maman qui vient nous nourrir, qui vient nous porter et nous câliner. Alors, cette action de cet autre humain, en plus de procurer une certaine satisfaction par rapport à des besoins vitaux, elle introduit aussi d'autres plaisirs, c'est-à-dire des caresses, les bercements, le ton de la voix, le rythme. Elle nous met aussi dans un bain de langage parce qu'elle nous parle, cette maman. Donc, elle introduit des choses qui vont du coup caractériser l'être humain. Il va le différencier des autres mammifères. Or, ces autres plaisirs qui sont introduits avec les besoins vitaux vont créer à l'intérieur de la psyché de l'être humain ce qu'on appelle un principe du plaisir. C'est-à-dire, c'est des situations qui vont réduire la tension. Et la faim, c'est l'exemple le plus illustratif. C'est-à-dire quand on mange parce qu'on a besoin de manger pour une question vitale, mais on mange aussi parce que ça nous apporte un certain plaisir. Et ce principe du plaisir va ensuite gouverner toute notre vie psychique. Avec les expériences des frustrations, c'est-à-dire le fait qu'on ne peut pas tout le temps être dans un principe du plaisir, soutenu par la participation de cet autre maternel et ensuite tout l'environnement de l'enfant. L'enfant, mais aussi les adolescents, vont passer d'un état de dépendance au départ absolue à un état de dépendance relative. Et cela, évidemment, va évoluer au fur et à mesure que nous grandissons. C'est-à-dire aussi que ces situations des plaisirs, on peut avoir recours tout au long de notre vie. Donc, sont des retours des
situation des plaisirs infantiles qui peuvent être réédités tout au long de notre vie. Par exemple, les situations de rupture amoureuse, par exemple, où on va manger un peu plus, c'est une façon de se consoler, où on va boire un peu plus, c'est une façon de se consoler. La même situation dans les situations de deuil, par exemple, et etc. Toutes les situations dans lesquelles on va se retrouver dans un état d'une certaine détresse, on peut avoir recours à ces satisfactions et ces plaisirs infantiles. Cela ne veut pas dire que nous sommes dépendants d'une façon pathologique, c'est quelque chose de provisoire. C'est-à-dire que la présence de l'autre maternel, mais l'autre en tant que grande autre, c'est-à-dire le père et la mère, et ensuite l'environnement du sujet, à l'origine, c'est ça qui va transformer cet état de détresse, donc de vulnérabilité du bébé, en un état de satisfaction et qui va l'engager dans une quête vers la vie. Il ne faut pas confondre la réponse de l'autre ou de son environnement avec la présence effective incarnée de l'autre. C'est que d'ailleurs, la situation actuelle de pandémie nous démontre, c'est qu'évidemment, les outils numériques sont très bien, nous permettent évidemment de maintenir le lien, mais il ne faut pas exagérer parce que nous avons effectivement besoin du contact avec l'autre. Et vous savez peut-être, ça explique justement le fait qu'il y a beaucoup de difficultés d'ordre psychique qui sont apparues justement au moment de la pandémie parce que les personnes devenaient trop seules et certains ne pouvaient pas justement être en contact physique avec l'autre. Donc si l'autre au départ, c'est-à-dire pendant l'enfance, et son environnement dans la suite, on peut accompagner l'enfant et l'adolescent vers une certaine autonomie, il aura moins de risques de développer une dépendance pathologique. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure qu'on évolue dans notre développement, on va en fait internaliser, c'est-à-dire mettre à l'intérieur de soi, d'une façon imaginaire, cette présence à la fois maternelle, paternelle, mais aussi de l'environnement qui nous accueille. Et donc, dès qu'on se trouve dans une situation de grande détresse, on va pouvoir avoir recours justement à ces images qui se sont construites à l'intérieur de soi et pouvoir s'apaiser. Ce n'est pas tout à fait le cas des personnes justement qui présentent une dépendance pathologique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une addiction? C'est donc une dépendance pathologique. Les addictions, en fait, sont des conduites qui ont été déviées de leur fonction première. Donc, manger, ce n'est pas seulement manger, ça va être l'excès de manger, parce que cet excès, il remplit une fonction psychique, c'est-à-dire une fonction psychique qui est de pouvoir s'apaiser, par exemple, boire pareil, jouer aux jeux vidéo pareil, acheter des habits pareils, travailler pareil. Donc, vous voyez, c'est quand des conduites tout à fait normales deviennent en fait un excès. Donc, qu'est-ce que c'est une addiction? C'est le retour, et en psychanalyse, on appelle cela la régression. Ce n'est pas un gros mot pour nous, la régression, hein, même si le terme de régression n'a pas bonne presse de façon populaire. Chez nous, ça ne veut pas dire quelque chose de mauvais. C'est tout simplement revenir justement à une situation de satisfaction apaisante, comme celle-là que nous avons rencontrée pendant l'enfance. Sauf que les personnes qui s'y installent dans une situation d'addiction, ce retour à cette satisfaction infantile, elle s'installe parce qu'ils n'ont pas pu compter avec un environnement soutenant et avec justement des figures parentaux
qui ont pu être internalisées comme étant des figures qui peuvent apaiser le sujet quand il se trouve dans une situation de difficulté. Et donc, va s'installer ce qu'on appelle une économie psychique addictive, c'est-à-dire le sujet devient esclave de l'objet auquel il devient dépendant. Et donc, il va se traduire à l'intérieur de lui une lutte qui, évidemment, c'est une lutte inconsciente du sujet avec une partie de lui-même. Et on va entendre cette phrase, je veux bien arrêter de boire, je veux bien arrêter Internet, mais c'est plus fort que moi. Autrement dit, je suis guidée par une nécessité inconsciente et c'est seulement avec cette manière de m'apaiser, en jouant aux jeux vidéo ou en buvant, en mangeant, qui je retrouve un certain apaisement. Et évidemment, cet apaisement, comme il est artificiel, il est très temporaire. Donc, il va revenir. Et donc, je veux avoir besoin de continuer et le cycle addictif s'y met en place. Alors, les addictions et les outils numériques. Alors, les outils numériques, ils ont une potentialité addictogène, vous avez bien compris, j'espère, parce que sont des outils qui permettent ce retour, ces régressions à des satisfactions infantiles. L'exemple, c'est les jeux vidéo, par exemple, où le sujet va être séduit par l'image et plus que ça, il va, par exemple, préférer jouer aux jeux vidéo, par exemple, parce qu'il est dans une maîtrise de la situation. C'est lui qui contrôle, en fait, les personnages de jeu, plutôt que rencontrer les copains, c'est-à-dire rencontrer l'autre y être donc dans une confrontation avec la différence de l'autre et donc dans lesquelles il va devoir négocier. Donc les jeux vidéo deviennent en fait un outil de séduction pour justement le sujet qui se trouve dans une difficulté justement à rencontrer l'autre parce qu'il est en difficulté à négocier psychiquement avec l'autre. Évidemment, les applications des récompenses, nous avons parlé des likes, mais il y a d'autres, comme vous le savez plus que moi, qui en fait viennent produire une certaine satisfaction narcissique, donc une certaine satisfaction infantile. Les applications utilisées pour attirer l'attention, comme c'est le cas des achats, et parfois même peuvent être beaucoup manipulées pour justement essayer de produire justement une certaine dépendance chez certaines personnes et les likes qui sont en fait un exemple assez illustratif de cette à la fois nécessité de reconnaissance de l'autre que nous avons tous, mais qui chez certaines personnes qui s'inscrivent plutôt dans un destin pathologique, donc addictive, cela devient pathologique. Il y a d'autres situations, peut-être vous connaissez les ikikomi, qui c'est justement ces personnes, enfin ces Japonais, ces jeunes Japonais qui vivent coupés du monde et qui sont addictés justement aux jeux vidéo et qui ne veulent plus du tout avoir des contacts avec l'extérieur. Mais évidemment, vous avez compris, cette question de la dépendance, elle va évoluer selon l'évolution de l'être humain, dès l'enfance jusqu'à l'adolescence. Donc, ces deux périodes sont des périodes des grandes vulnérabilités. Pendant l'enfance, parce que tout s'y met en place au niveau psychique, le psychisme s'y structure pendant l'enfance, et pendant l'adolescence, c'est le moment justement où le sujet va être en négociation pour pouvoir se séparer, pour avoir une certaine autonomie. Et donc, sont les deux périodes où le sujet va être dans une situation qu'on appelle des vulnérabilités psychiques. Et donc, les outils numériques peuvent produire évidemment une fascination addictogène. J'ai pensé à 3 questions.
La première, c'est comment mettre en place les outils numériques, qui sont évidemment des outils intéressants pour notre quotidien, mais en prenant en compte les risques de dépendance. Deuxième question, comment préserver les sujets les plus vulnérables? Donc, je vous ai parlé de l'enfance et de l'adolescence. Et troisième question, comment voyez-vous un travail collaboratif avec l'approche psychanalytique? Et ça, c'est une question plutôt intéressée parce que je pense que quand on aborde cette problématique des outils numériques, évidemment, un travail pluridisciplinaire me paraît tout à fait intéressant à développer. Voilà les trois questions.